Salut à toutes et à tous, Maître Achagot. Alors d'habitude, je vous aurais livré une vision tactique, strictement tactique, des qualifications rocambolesques de Valentin Vachereau en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai, c'est hallucinant, et d'Arthur Rinderknecht qualifié lui en quart de finale à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais on aurait manqué la cible. Ça aurait été une vidéo terriblement incomplète parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses à Shanghai depuis le début du tournoi qui explique justement, qui donne du contexte à ces deux qualifications. On va donc revenir en détail sur ces sujets et dépassionner un petit peu le truc parce qu'on a vu beaucoup d'abandons, on a vu des conditions très compliquées pour les joueurs avec un taux d'humidité qui a dépassé parfois 85%. Donc c'est une vidéo qui est détaillée, qui m'a demandé pas mal de temps, de réflexion, voir un peu ce que j'allais essayer d'amener de différent dans la réflexion. Donc si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à pousser, c'est juste ici, et aussi à vous abonner. Juste là pour ne rien manquer de la suite de la saison, et on reviendra bien sûr en fin de semaine sur les demi-finales et la finale de Shanghai. On commence avec le premier point de cette vidéo, on n'a pas de temps à perdre, avec le ralentissement en dépit du bon sens. Alors ça, vous l'avez certainement vu, et comme vous le savez aussi, hein, si vous suivez assidûment le tennis, Shanghai est un tournoi historiquement rapide. On est sur un CPI entre 40 et 41 depuis quelques années maintenant. En fait, c'est un choix guidé simplement par la nécessité de raccourcir les échanges à ce stade de la saison. En fait, après l'US Open, les organismes sont souvent fourbus, ils sont usés, et on a besoin d'expédier les échanges en 1, 2, 3 coups de raquette grand max. On veut pas de rallye, on veut pas d'échanges qui s'éternise. Je crois qu'on a pris une direction complètement différente là, hein, sur ce tournoi de Shanghai, parce que cette année on est sur un CPI et c'est un choc de s'en rendre compte. On était et on est à 32,8. Donc nous sommes dans les canons d'un tournoi comme Indian Wells par exemple, qui est l'un des tournois les plus lents de la saison sur dur. C'est très inhabituel, mais ça correspond aussi au CPI de Pékin, la semaine juste avant Shanghai, où on était à peu près dans des conditions similaires. Donc il y a vraiment eu une volonté politique en Chine de ralentir le jeu au maximum. On reviendra dans la troisième partie de la vidéo sur ce choix-là. À cela s'est ajouté une vague de chaleur inhabituelle à Shanghai début octobre, mi-octobre. C'est pas le temps qu'on a d'habitude. Alors après, ça c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe sur le dérèglement climatique. Je vais pas vous expliquer tout ça là en 10, 15, 20, 25 minutes, c'est vous qui faites vos propres recherches. Par contre, je vais vous orienter sur ce qu'on appelle le thermomètre mouillé. C'est la corrélation entre une température très élevée, donc 30 degrés et plus, et un très haut taux d'humidité, 80%, 85%, on a même observé jusqu'à 86% là à Shanghai. Quand on a la corrélation de ces deux choses, donc je vous mets un petit lien dans la description, c'est Bon Pote qui a réalisé ça, je le salue d'ailleurs. Donc c'est une combinaison en fait qui empêche le corps de se refroidir, et en plus si vous êtes en train de faire un effort très intense, solitaire comme ça en tennis, eh bien vous allez accumuler progressivement la chaleur qui va se stocker dans votre corps, vous êtes incapable de la libérer en transpirant naturellement, et donc ça va engendrer des crampes, des malaises, des vomis aussi, malheureusement on a vu, et en fait voilà, on pourrait avoir encore pire que ça d'ici quelques années sur les réactions des joueurs. Et pour l'instant en fait ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de heat rule à l'ATP. L'ATP pour eux c'est pas un sujet, on ne protège pas les joueurs, on n'en a rien à carrer, sauf que le problème c'est que là tu as un Masters 1000 sur 12 jours, tu as des conditions atmosphériques, de température, d'humidité qui sont extrêmes. En fait c'est le cocktail pour la catastrophe. Alors, qu'est-ce que fait l'ATP? Est-ce qu'on est sur de l'impréparation? Est-ce qu'on est sur de l'inconscience? Ou est-ce qu'on est sur un immense cynisme? Moi, j'ai ma réponse par rapport à ça. Je vous laisse peut-être la formuler dans les commentaires, mais tu sais très bien que si tu as une heat rule, tu vas être obligé de décaler certains matchs. Voilà, c'est comme ça, parce que les conditions seront trop difficiles. Alors ça existe, hein, l'Open australien, ils l'ont déjà mis en place, ils l'ont déjà fait. Et ça c'est pareil, il y a un manque de gouvernance du début à la fin de la saison, les grands chelems se gèrent eux-mêmes, le circuit ATP c'est encore autre chose, on a l'ITF, bref, c'est un énorme foutoir. Donc tu aurais des conséquences au niveau de la billetterie, parce qu'il faut rembourser des gens. Si tu décales des matchs, si tu annules des matchs au bout de 20-30 minutes, si tu les fais même pas jouer, il y a ça. Tu as les droits télé, qu'est-ce que tu fais avec ces droits-là? Les droits télé donc qui sont négociés des millions et des millions, et tu aurais aussi un engorgement potentiel de ton calendrier, parce que si, alors le tournoi il dure 12 jours, donc tu peux t'y retrouver, mais si par exemple le lundi ou le mardi t'as pas encore fait ta finale à cause de cette heat rule, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux produire concrètement en sachant que le tournoi d'après il aura déjà commencé? Donc là en fait on est dans une situation qui est forcément difficile pour l'ATP,
Et pour eux, là, leur décision, c'est de ne prendre justement aucune décision. Donc, on est dans une situation où on est sur un climat assez extrême, et ça va niveler les valeurs. Et surtout, renforcer la composante physique et aussi un petit peu mentale, hein, parce qu'il faut être capable de souffrir pendant longtemps dans ces conditions-là, dépasser sa douleur. Et les joueurs historiquement faibles dans des conditions extrêmes, donc Sinner, qu'on a vu abandonner avec des crampes, Rune qui termine ultra mal son quart de finale contre Vachereau, mais en fait, on a eu des exemples quasiment par dizaines depuis le début du tournoi, eh bien, on va avoir des joueurs qui explosent. L'immense ironie dans tout ça, et je trouve que c'est particulièrement savoureux de mon point de vue, c'est que, en fait, en gros, on réduit la vitesse pour encourager les rallyes, parce que les rallyes, c'est ce qui fonctionne le mieux sur Instagram et sur TikTok, de mettre des échanges de 35, 40, 45 frappes, ça c'est génial, c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux, mais en même temps, on crée toutes les conditions, on réunit toutes les conditions pour avoir un maximum de surprises et des fins de tournoi sans les meilleurs joueurs. Donc là, pour moi, l'ironie, elle est succulente. C'est un circuit, on le sent, qui manque de cohérence et de leadership. Toutes les décisions qui sont prises, et là je vais essayer de pas m'énerver, toutes les décisions qui sont prises sont faites dans un cadre de business, sont pensées pour le business. On rallonge les Masters 1000 d'une semaine à 12 jours pour la billetterie, pour l'argent, pour le business. La santé des joueurs, on n'en a rien à carrer. L'intérêt sportif, on n'en a rien à carrer. Parce que là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un nivellement par le bas au niveau de la qualité de jeu. La qualité de jeu à Shanghai est catastrophique. Certains joueurs se battent, certains joueurs livrent des combats malgré tout qui sont intéressants, divertissants. Je pense au Medvedev-Tien qui était un match assez fou, assez incroyable, avec les progrès de Leonard Tien d'ailleurs, qui est un joueur comme ça là en soum-soum, hein, on n'en parle pas trop, mais quel joueur. Deuxième point de cette vidéo sans transition, les mutations récentes. Je voulais revenir là-dessus, vraiment mettre ça en vidéo, et je sais que ça en intéresse certains, et je pense qu'on doit impérativement revenir là-dessus. On va revenir sur les balles, les cadres et les cordages. Alors en gros, les balles depuis 2020, il y a eu beaucoup de retours de la part des joueurs par rapport à ça. On sait qu'elles gonflent plus vite, elles peluchent plus rapidement aussi. Si vous jouez en amateur, vous le savez aussi, vous êtes au courant. On a eu des balles là à Pékin, donc c'était les Head Tour XT, qui, voilà, les balles, au bout de 3 jeux, c'était des pastèques. C'était des pastèques. On jouait à Fruit Ninja, tu vois. Le spin et le lift ont donc grandement perdu en efficacité. Alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans les analyses. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé vraiment en regardant à droite à gauche. Mais c'est un retour qui est de plus en plus formulé, et je l'ai comparé à mes observations, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui liftent encore beaucoup? Eh bien en fait, les lifters, les purs lifters, ils sont un peu dans la sauce ces derniers temps. On pense à Casper Ruud, Rafa Nadal en 2024, souvenez-vous, même s'il était sur la jante, même s'il était sur la fin, qu'il n'y avait plus le punch, le dynamisme, il avait un mal fou à lifter. Ses coups droits, il moisissait dans le carré de service, il n'arrivait à rien, il n'arrivait pas du tout à injecter du rythme. On pourra dire, il était cuit de toute façon, il n'arrivait pas à trouver ce lift de sa grande époque, mais non, le lift fonctionne moins bien avec le matériel actuel, avec les balles actuelles. Iga Swiatek aussi, hein, qui a vécu des résultats décevants sur terre battue avec sa défaite là en demi-finale à Roland-Garros, où elle se prend une bulasse contre Sabalenka, qui lui met des brins rectilignes. Et justement, ça c'est la nouvelle méta, c'est frapper fort, le plus tendu possible, le plus à plat possible, et on le voit avec Vachereau, on le voit avec Rinderknecht, on le voit avec Yannick Sinner aussi, assez peu de marge par rapport au câble, et faut frapper, 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 très fort, tendu, tendu, tendu. C'est vraiment, c'est la nouvelle méta. À côté de ça, on a les raquettes, et surtout l'agrandissement des cadres. Alors là, j'ai bien conscience qu'il y a une disparité dans les gens qui m'écoutent entre les personnes qui connaissent rien du tout au matériel, et celles qui connaissent beaucoup de choses sur le matos, mais en gros, à partir des années 90 et jusqu'à maintenant, on n'a fait que élargir les cadres. Quand tu élargis les cadres, tu as une meilleure tolérance avec un sweet spot au centre de ta raquette qui, hop, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Les grandes raquettes, les grands tamis par exemple de André Agassi dans les années 90, et puis ça s'est développé progressivement. Mais moi je serais curieux de voir par exemple un Sinner ou un Alcaraz jouer avec une Pro Staff 85, celle de Sampras, où tu avais un sweet spot qui était relativement petit, et je ne parle même pas des raquettes en bois des années 60, 70 et encore avant, où là carrément tu décentrais un tout petit peu et c'était fini, la balle elle restait pas dans le court. Là maintenant ce qui se passe, c'est que tu peux envoyer tes brins de toutes tes forces et la balle va rester dans le court. La balle va réussir hop, 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 à retomber du bon côté et à rester entre les lignes. Je pense à un joueur comme Yannick Sinner par exemple qui décentre beaucoup côté coup droit, mais ça c'est pareil, là il faut bien écouter, il faut écouter quand vous êtes sur le court
à le regarder jouer, mais aussi à la télévision, on entend ploc. Voilà, il décentre un petit peu, parce que je pense que sa technique côté coup droit, il y a tellement à fouetter en fait avec son poignet que ça exige un timing démoniaque, et pourtant, voilà, la balle, elle reste dans le court. Donc lui, c'est pareil, hein. Il est vraiment typiquement dans la méta du moment. Yannick Sinner, c'est la méta de 2025, frapper très fort, frapper tendu et bénéficier des conditions matérielles, avec aussi le cordage Luxilon qui s'est démocratisé à partir des années 90 et qui aujourd'hui propose beaucoup plus de tolérance qu'auparavant. Donc les conséquences, c'est qu'on a un jeu moins tactique aujourd'hui, et ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai sortie sur l'US Open 2011 entre Novak Djokovic et Rafa Nadal. On sent qu'il y a plus de tactique, parce qu'il y a plus le temps aussi de jouer, parce qu'il y a plus de prégnance au niveau du lift, ça c'est pour Rafa. Et donc on a un jeu de pure initiative, service, retour de service, ça on le voit dans le match-up Sinner-Alcaraz, qui est le match-up dominant depuis le début de la saison 2024. Et en fait, une fois que tu arrives à tenir l'échange, 3, 4, 5 frappes, eh bien ça devient de plus en plus difficile de réaliser un coup gagnant. Donc on a un tennis un peu hybride, qui est explosif au départ, mais en même temps qui a une dimension physique qui s'impose sur les 3, 4, 5, 6e frappes. Et donc c'est une composante physique qui est de plus en plus renforcée, et ça devient difficile, voire impossible en vérité, d'enchaîner des saisons complètes du début à la fin, de faire 90 matchs comme par exemple Andy Murray sur la saison 2016, qui malheureusement va le voir exploser ensuite. Et donc on est contraint à des impasses. Et c'est le troisième point de cette vidéo, justement, un fossé qui se creuse. Le fossé, c'est lequel? C'est celui entre les grands chelems et le reste du circuit. Alors j'ai fait un petit calcul savant depuis le début de la saison 2024. Bon là c'était pas très compliqué, je vous avoue. On a eu 8 grands chelems. Ils ont été tous remportés par Sinner et Alcaraz, à parts égales, 4 partout. Ensuite, maintenant, si on parle des Masters 1000, parce que là on est en plein dedans, on est dans Shanghai. Alcaraz, il a joué 4 finales sur les 17 derniers Masters 1000. 4 finales, simplement. C'est tout. Sinner a joué 5 finales sur les 17 derniers Masters 1000. Donc depuis début 2024, hein, depuis le début de leur domination, post-Novak Djokovic, post-2023. Ils ont pris tous les deux, en cumulé, 9 des 17 derniers Masters 1000. Ça c'est intéressant. Donc ils ont pris quasiment la moitié, malgré une présence en finale relativement limitée. Sur les 17 derniers Masters 1000, je continue. 2 finales seulement les ont réunies, celle de Rome où Yannick Sinner revient de suspension, et celle de Cincinnati où il l'abandonne à 5-0 dans le premier set. Alcaraz, sur les 17 derniers Masters 1000, il en a manqué 6. C'est assez énorme. Sinner, lui, sur les 17 derniers Masters 1000, il en a manqué 7. Alors évidemment, il en manque 4 en début de saison, à cause de sa suspension. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a souvent des impasses de la part de ces deux joueurs, Alcaraz plus particulièrement, et le constat, il est net, il est terrible, c'est qu'on ne peut pas performer en grand chelem si on se livre à 100% sur les Masters 1000, encore pire sur les Masters 1000 sur 12 jours. Tu ne peux pas être ambitieux en grand chelem et en Masters 1000, c'est fini. Donc maintenant, quand on va vouloir comparer les palmarès du Big 3 avec ce Neo2, enfin je sais pas comment vous l'appelez, Sincaras, comme vous voulez, on peut pas comparer un titre en Masters 1000 sur une semaine avec un titre en Masters 1000 sur 12 jours, ça n'a plus aucun sens. Le contexte a évolué drastiquement ces dernières années. J'ai parlé du matos, j'ai parlé de la récupération, c'est trop compliqué. Et pourtant là on a des athlètes qui sont encore jeunes, qui ont 24 et 22 ans. Alors ils sont pas dans leur prime, parce que le prime logiquement ça intervient plus aux alentours de 26, 27, 28 ans, parce que tu as la conjugaison entre l'expérience physique, technique, et voilà ton corps aussi qui arrive pas sur le déclin, où voilà, logiquement tu es encore en pleine capacité. Mais voilà, les Masters 1000 sur 12 jours qui souhaitaient concurrencer les grands chelems, bah finalement, ils ont réduit leur valeur intrinsèque, je trouve. Et je le retrouve, alors déjà, moi, dans mon propre intérêt, parce que je suis de tennis depuis un bail maintenant, mais aussi dans vos réactions. Et dans les différents commentaires que je vois, dans les retours des gens, il faut lire les retours, il faut essayer de comprendre un peu l'avis, les opinions des fans de tennis. Et c'est même pas que les gens sont polarisés, c'est que les gens sont fatigués de ce format-là. Alors certains vont dire oui, ça permet des surprises, et c'est vrai. Quand je pense à Jean-Léonard Struff là, qui nous fait une finale à Madrid en sortant des qualifs, Valentin Vachereau là pareil, on n'aurait pas ça je pense sur un format sur une semaine. Donc il y a des belles histoires, il y a des belles choses qui peuvent se passer sur ce format, mais dans l'ensemble, pour la qualité, pour la santé du circuit, je trouve que c'est un format qui ne fonctionne pas, même si on a davantage de surprises. Donc le bilan de ces 3 points, bah, déjà c'est que le circuit, il est en train, je trouve, et je parle du circuit ATP, il est en train d'épuiser son produit.
C'est comme ça que je le ressens, par manque de concertation, manque d'intelligence peut-être un petit peu, manque de vision globale. Pourtant, Andrea Gaudenzi nous parle de One Vision. Et surtout, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le mépris absolu de la santé des joueurs. Rien à carrer. Absolument rien à carrer. On les broie. Alors après, c'est toujours un peu la même question. Est-ce que nous, de notre petite basse-cour, est-ce qu'on peut avoir de l'empathie vis-à-vis de millionnaires qui tapent une balle jaune? C'est là, vous placez votre empathie là où vous voulez, hein. Ça dépend de vos valeurs. C'est forcément un petit peu difficile, hein, d'aller plaindre des gens comme ça, mais en même temps, si on ne respecte pas leur santé, la qualité se dégrade. Donc qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut un sport où il ne reste plus que les grands chelems qui sont intéressants? Enfin, où est-ce qu'on va? Je trouve qu'on fonce dans une impasse. En plus, il n'y a pas de vision pour moi sur les enjeux qui devraient nous animer là, tout de suite, et les enjeux de demain. Je parle du climat, je parle de la santé des joueurs. En fait, je parle d'une vision qui essaye d'améliorer le produit, en tout cas de consolider le produit. À minima, tu vois. Je veux pas... On sort du Big 3, du Big 4, on a atteint un certain pic en termes d'intérêt, d'attractivité, de niveau, même si je trouve que le niveau que produisent Sinner et Alcaraz est terrifiant aussi. On l'a vu en finale de Roland Garros. Mais essayons de consolider le produit. Là, en fait, t'as l'impression que c'est un mec qui arrive au casino et qui essaye de cash ce qu'il a, quoi. Avec les investisseurs sur les Masters 1000 qui se font des pépettes en or. Mais un circuit, je trouve, qui a perdu en qualité, qui a perdu en intérêt. Et les Masters 1000 aujourd'hui, à suivre, eh bien, c'est une corvée pure et simple. Et je préfère très largement les 500, voire les 250. Tout ce qu'on a parlé là, évidemment, j'attends vos réactions maintenant, qu'on puisse discuter ensemble de ces diverses choses. Mais je ne peux pas vous abandonner comme ça, je vais évidemment vous livrer un petit coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari en cashback. Vous avez également 10 € en plus avec mon petit code qui s'affiche dans la description, code MOUI spécial. L'offre, elle est pour les adultes. Demain, donc, on aura à 9h, heure tout à fait accessible, le Rinderknecht versus Félix Auger-Aliassime qui est en chaleur. J'ai bien peur que ça s'arrête là pour Rinderknecht. Mon instinct, c'est de me dire Félix en 2. Après, peut-être Félix en 3, mais je pense que Félix va réussir à s'imposer. Daniil Medvedev qui nous fait une petite renaissance. Ça fait plaisir. Le service qui clique mieux. Une attitude aussi, hein, qui est bien meilleure là depuis qu'il a changé de coach et qu'il est avec Thomas Johansson. Je pense à un wake-up call, hein, une prise de conscience pour la Danilad. Alors attention, Alex de Minaur, c'est un match-up initialement favorable pour lui, mais j'ai bien peur qu'il arrive un poil rôti face à Bip Bip. Et ça va être compliqué de lui asséner des coups gagnants. Donc je vais partir sur de Minaur, je pense, à l'usure, et le Djokovic Vachereau. Il faudra qu'un jour on parle du tableau de Novak Djokovic à Shanghai, mais je crois qu'on va le faire, et ça ce sera en fin de semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des, je ne sais pas, j'ai pas préparé. Des quoi? Des dates.